en 2017, quand j'avais pris la délégation de Loire-Atlantique de l'Association bretonne des Amis de Saint-Jacques, ce chemin n'était pas balisé dans le sens Clisson-Le Mont, mais était bien sûr balisé dans le sens de Saint-Michel vers Santiago. Et donc, ça a été l'une de mes premières interventions, on va dire. Nous avons souhaité avec les membres du bureau, bien évidemment, de baliser ce chemin-là, et ça a été immédiat. Le succès, on ne peut pas parler de succès, mais la fréquentation a augmenté parce que c'est un chemin qui séduit. Voilà. À titre d'exemple, 2017, 5 premiers Miklos s'en vont, quittent Clisson ou Nantes, 35 en 2018, entre 100 et 150 en 2019, 2020, année du Covid, il y a quand même eu des pèlerins. Et 2021, il y a des gens, déjà des pèlerins, des Miklos qui sont arrivés au Mont, et je pense à José, là, qui était en ligne tout à l'heure, là, qui fut l'un des premiers de l'année 2021. Je vous ai préparé des petites cartes, alors j'espère que vous allez bien le voir, enfin je ne sais pas, voilà, donc un départ qui est à Clisson, bien sûr, cette cité, cette dernière marche de Bretagne, au sud de la Bretagne historique, voilà, qui va nous faire remonter assez vite, on va partir sur la Sèvre, pour ensuite remonter vers Monnières, puis Saint-Fiacre, avant d'arriver à Vertou. Vertou est un lieu particulier, notamment la cale de Beautour, puisqu'à la cale de Beautour, vers Saint-Jacques, nous sommes à 1500 km. Donc, on a érigé une borne. Et puis après, bien sûr, c'est l'arrivée à Nantes, la cité des Ducs de Bretagne, qu'on traverse assez facilement et assez rapidement. On n'est pas trop dans le béton, justement, puisqu'on y arrive par les rivières, et on ressort par la rivière aussi, avec un petit passage le long de la Loire, sur les ponts maintenant, puisque le chemin a un peu évolué dans le centre de Nantes depuis ces derniers jours. On va quitter Nantes pour se diriger en longeant l'Erdre jusqu'à La Chapelle-sur-Erdre, et puis après, ce sera Sucé-sur-Erdre, puis Nord-sur-Erdre, où à Nord-sur-Erdre, on va retrouver le canal de Nantes-à-Brest qui va nous emmener jusqu'à Blain. À Blain, l'itinéraire nous fera aller plein nord vers le Gavre, et puis vers Marsac-sur-Don, pour ensuite gagner la vallée du Don et Guémené-Pinfo, où là c'est très très joli, pour enfin arriver à Belley-sur-Vilaine, dernière ville de Loire-Atlantique, avant de franchir cette Vilaine pour entrer en Ille-et-Vilaine. L'Ille-et-Vilaine, on entre à Langon, donc finalement de l'autre côté du pont après Belley-sur-Vilaine, et on va traverser les villes de Saint-Malo-de-Filly, Guipry-Messac, Pont-Réan, pour enfin arriver à Rennes. Et Rennes est une ville qu'on traverse sur ce chemin-là de la même manière qu'on va traverser Nantes, c'est-à-dire on y rentre rapidement, c'est joli, c'est bien fait, ça a bien été pensé, et puis après on ressort au nord, toujours en suivant les cours d'eau. Voilà, donc très rapidement, on va arriver ensuite à Saint-Médard-en-Lille, sens de Bretagne, puis arrivera Valquénon, l'ancien Entrain, le village d'Entrain qui est devenu Valquénon, pour enfin arriver à Pontorson, un lieu majeur, Pontorson, avec son super vitrail de la bataille d'Hastings, où les Normands envahissent l'Angleterre. Et puis de Pontorson, on va longer le Quénon, pour enfin arriver à la merveille, comme le disait Victor Hugo, la merveille de l'Occident chrétien. Arriver au Mont-Saint-Michel, c'est tout simplement merveilleux. Enfin, comme le dit Anne-Laure, qui m'accompagne, elle dit quand on arrive au Mont à pied, elle dit je n'y serai plus jamais touriste. Et elle a bien raison, parce que c'est vraiment un lieu d'exception qui touche le cœur des pèlerins, des Miklos, mais aussi le cœur des gens, parce que c'est quelque chose d'assez magique. Voilà. Ça représente un itinéraire en gros 290 km. On peut y mettre 13-14 jours. Cependant, comme on a un réseau d'hébergement assez dense, les gens peuvent modeler leurs étapes comme ils l'entendent. Et donc voilà, on peut raccourcir, bien évidemment, si on marche bien, si on fait des plus grandes étapes, ou alors, bien sûr, allonger ce chemin et profiter du temps qui passe. On va dire, l'étape standard, c'est 25 km, on va dire.
22, 25 km, voilà. Il y a des gens qui souhaitent marcher moins parce que, bon, bah voilà, parce que tout simplement, on n'a pas la même, on n'est pas tous égaux sur la capacité physique. Et puis, il y a des gens qui marchent beaucoup plus longtemps, hein, qui peuvent faire au-delà de 30 km ou au-delà de 30 km. Après, chacun il met ce qu'il veut hein, dans sa distance, organise son chemin comme il le souhaite. Il y a des étapes qui sont dans le guide de l'association bretonne, qui est un guide super bien fait, qui sont toutes faites. Hein. On voit par exemple Saint-Merlot-de-Filly, Pont-Réan ici, on voit 21 km 2. Ce n'est qu'une indication. Hein. On module comme on l'entend. Un balisage, alors ça c'est la balise officielle des chemins du Mont-Saint-Michel, voilà. Donc on voit ce mont avec ce bourdon. Le bourdon c'est donc ce bâton de pèlerin, voilà, où il y a une calebasse, hein, comme au Moyen Âge, la calebasse. Et puis cette coquille qui est au-delà d'être le symbole de Compostelle, qui est quand même le symbole des pèlerins. Voilà, comme on voit par exemple les saints dans les églises, Saint-Roch et coquillé tout le temps. C'est le symbole du pèlerinage. Voilà. Alors un visuel très très chouette, très bleu, un bleu cyan, un bleu azur là, qu'on voit de loin hein, sur les poteaux et tout, sur un fond blanc. Et donc en Loire-Atlantique, le balisage se fait simplement. La flèche de l'abbatiale donne la direction. Donc là, on va bien sûr aller tout droit. Si on l'oriente, on va aller par ici. Voilà. Et pareil, on n'a pas besoin de rajouter d'autres balises, la flèche de l'abbatiale faisant le nécessaire pour guider le pèlerin voilà, vers le bout. Il n'y a pas de difficulté sur ce chemin-là. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un chemin d'eau. Hein. On va souvent être sur le halage, sur les rives, sur les berges. Donc c'est très très facile. On progresse très très bien. Il n'y a pas de montée. Ça monte peut-être un tout petit peu quand on arrive vers Sens de Bretagne, entre Sens de Bretagne et en train, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment une petite bosse, quoi, on va dire. Mais c'est très joli parce que là, on est dans des chemins creux et c'est très très agréable. Il y a des chemins, bien évidemment, et il y a un peu de route, ça c'est évident, mais comme sur l'ensemble des chemins de pèlerinage, moi j'ai quand même maintenant beaucoup marché, enfin je pense avoir beaucoup marché, et tous les chemins qu'on pratique, il y a bien sûr un peu de bitume. Alors là, on peut pas faire autrement. Si on ne prenait que des chemins de terre, on se rallongerait de quelques kilomètres quand même à chaque fois. Puis c'est pas si facile que ça que de créer des itinéraires. Ça faut prendre en compte aussi tout l'aspect logistique qu'il y a derrière et humaine. Ça prend beaucoup de temps de créer des chemins. Enfin, faut de l'énergie bénévole. Ça va être quand même on peut pas partir comme ça sur cet itinéraire-là, puisque comme sur tous les chemins de pèlerinage, vous avez des carnets de pèlerinage qui existent, qui est votre crédence. C'est un passeport, le passeport du pèlerin. Et voilà. Alors pour aller au Mont-Saint-Michel, ça s'appelle le carnet du Miclot. C'est l'équivalent de ce qui se fait pour aller à Saint-Jacques. Tous les jours, on va y apposer à chaque étape le sceau le sceau du jour. Alors ça peut être le tampon d'une boulangerie, ça peut être le tampon de la mairie. Les communes ont créé et les particuliers aussi ont créé des tampons spécifiques. Alors il y en a de toutes sortes, comme on peut les voir ici, qui ont été faits tout dernièrement avec nos amis de Blain, de Clisson. Là, on voit de Guémené-Pinfo, voilà, de nos amis de Belley-sur-Vilaine avec qui on travaille beaucoup, et puis un tampon assez original qui vient d'être créé pour Nantes. Voilà. Et le pèlerin adore cette chose-là parce que ça lui rappelle, chaque tampon lui rappelle un lieu, lui rappelle des gens, lui rappelle un moment, des odeurs, une vue particulière, un événement particulier qui s'est passé. Et ça devient vraiment très très cher au cœur du pèlerin, du Miclot. Voilà. La spécificité du plan d'hébergement entre Clisson et le Mont-Saint-Michel, mais c'est aussi vrai chez nos amis de la Vendée, plus au sud, qui vont vers Saint-Jacques. Le plan d'hébergement à l'ouest se fait quasiment essentiellement dans des familles qui accueillent, comme moi ici, ou d'autres à Nantes ou à Clisson ou à Rennes. Voilà. 85% du temps, ce sont des bénévoles. Et ce sont des bénévoles qui ouvrent gentiment leur maison aux pèlerins qui passent. Et donc là, on n'est pas sur des chemins très très fréquentés comme il y a, par exemple, pour Compostelle, le chemin du Puy-en-Velay, où on arrive un peu sans réserver. Ça, ici, c'est pas possible parce que les gens, nos hébergeurs, nos accueillants, qui le font encore une fois bien gentiment, ont aussi une vie et on peut pas arriver à 5 heures à 17 heures en sonnant. Bonjour, salut, je suis le pèlerin.
et tu vas m'héberger. Non, ça, c'est pas possible. Il faut quand même avoir un minimum de cordialité quand on crée son chemin. 24 heures à l'avance, c'est bien. 48 heures, c'est mieux. Mais bon, à 24 heures à l'avance, on y arrive parfaitement. Et on ne peut pas entrer chez ces hébergeurs sans avoir le carnet du Miquelot quand on va vers le Mont-Saint-Michel ou la crédentiale pour aller vers Compostelle. Donc nous, sur les haltes pèlerines, on a édité un plan qui est en ligne sur notre site, voilà, avec, je sais pas si vous voyez bien là, avec tous les petits items que vous pouvez trouver, tout le plan de commodité. Par exemple, je prends à Sucé-sur-Erdre, on a indiqué par des petits logos, voilà, qu'il y a une boulangerie, qu'il y a un pharmacien, qu'il y a des chambres d'hôtes, qu'il y a des accueils pèlerins, qu'il y a un distributeur de monnaie, ça c'est important. Plus on va porter lourd, moins bien ça sera, bien évidemment. Alors, bon, il y a une petite phrase qui dit qu'il ne faut pas dépasser 10% de son poids. Voilà. Bon, 10% de son poids, pour quelqu'un qui fait 80 kilos, ça fait 8. Quoi. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte en termes de ça. Mais il faut pas partir, notamment sur des axes comme ça, où on n'a pas besoin de gros matériel. Il ne faut pas acheter des gros sacs à dos. Parce que plus on a un gros sac à dos, bien évidemment, plus on va le remplir et plus ça pèse sur les épaules. Et pour des gens qui auraient un peu moins marché que les autres, on peut dire faut faire attention à pas s'abîmer. C'est dommage de se faire une petite tendinite ou d'avoir des ampoules aux pieds parce qu'on a pris un trop gros sac. Mais après, chacun, j'ai pas de leçon à donner quoi. C'est chacun fait comme il l'entend. Portez pas trop lourd. L'avantage qu'on a sur le chemin de Clisson, c'est qu'il y a des campings il y a beaucoup de campings, donc on peut facilement aller dans les campings, et puis sinon, rien n'interdit d'aller faire du bivouac et de se mettre un peu à l'abri au coin d'un champ, au coin d'une forêt, ou chez des gens qui vous offriraient un petit carré de pelouse. Ça reste complètement possible, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui le font d'ailleurs, de bivouaquer ou d'aller dans les campings, ça c'est possible. Les chemins existent depuis très très longtemps. On a des traces. Alors je crois que Anne-Laure de Tête pourrait nous dire ça mieux que moi. Mais je crois qu'on a une trace au 15e ou au 16e siècle de 2 pèlerins allemands qui revenaient de Saint-Jacques et qui sont passés par Nantes et Rennes pour aller au Mont-Saint-Michel. Donc là, voilà. Mais on sait que le pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel, le premier pèlerinage de France, c'était Saint-Martin, bien avant les autres. Puis ce fut le Mont-Saint-Michel, puis vers Compostelle ensuite. Et Rome, bien sûr, bien évidemment. Puis Jérusalem dans le temps. Voilà. Le pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel est plus ancien que celui de Saint-Jacques. Après, on est dans l'échelle du temps, on n'est à pas grand-chose. C'est pareil, c'est similaire, quoi. Partez de Clisson et revenez à Nantes à pied. Voilà. C'est vraiment un parcours très très beau. Voilà. La Sèvre est magnifique. On entre dans les coteaux vers Saint-Fiacre, vers Vertou et tout. C'est vraiment de très très beaux endroits et on sort complètement de notre quotidien très très vite. C'est vraiment une grande étape ou de petites étapes, hein. Ça fait 35 km à peu près de Clisson, qui sont juste splendides et qui font immédiatement du bien. L'avantage, si on a effectivement que 2 jours, c'est qu'il y a une gare à Clisson, donc on peut soit y aller et revenir à pied, soit décider d'aller dans l'autre sens et puis de rentrer, c'est pareil, en train, et qu'il y a des hébergements à peu près à la moitié, à 15 et 20 km, soit à Saint-Fiacre, soit à Monnières. C'est possible de le faire à vélo et on a des gens qui sont déjà partis en vélo depuis Clisson ou Nantes sans aucun problème. Voilà. Il faut quelquefois sortir du chemin proprement dit pour prendre la route à côté, bien évidemment. Mais après, on s'y retrouve très très vite. Hein. Pas sur des voies fréquentées, suffisamment fréquentées pour qu'il y ait un système de portage. Encore une fois, c'est pas les grands chemins d'Espagne ou la voie du Puy où il y a des milliers de pèlerins par an. Non, on n'en est pas là. On reste quand même en centaines de pèlerins et pas trop, quoi. Donc, voilà. On a des chambres avec vue sur la baie. C'est la dernière maison en haut de la rue principale, juste avant l'abbaye. On est tranquille, même si on arrive par des jours de foule, ça peut arriver. Et là, on est à l'abri, dans un environnement très serein. Et puis, même si en journée, il y a du monde, à partir de 18h, le Mont-Saint-Michel commence à se vider et on a la chance de l'avoir pour nous tout seuls.
juste une petite chose sur la maison du pèlerin du Mont-Saint-Michel. Si vous partez et vous avez l'intention de dormir à la maison du pèlerin, pensez à réserver très longtemps à l'avance. Parce que là, il n'y a pas une grosse capacité et les chemins du Mont-Saint-Michel prennent beaucoup d'importance. Il n'y a pas que celui de Clisson, il y a les Plantagenets et il y a tous les chemins qui arrivent de Normandie, de Cherbourg, de Caen, de Rouen et tout, et aussi de Paris, mais d'Orléans aussi, voilà. Oui. Et donc là, il faut vraiment penser, si on veut loger à la maison du pèlerin, de réserver longtemps à l'avance. Voilà. Il y a certes Anne-Laure et moi-même, mais il y a aussi toute une équipe qui est derrière. Qui travaille, on travaille de concert avec José, avec Liliane, avec l'association bretonne, avec Bernard Jacquet, avec les gens de Saint-Martin aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire et à développer. Voilà. On a souhaité aussi, nous, en créant les haltes pèlerines, donc s'occuper de promouvoir le chemin de Clisson vers le Mont, parce qu'on pense que c'est un itinéraire superbe, voilà, à la portée de tout le monde. Mais aussi l'autre grand item de notre association, c'est de créer un chemin qui partirait de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Nantes pour aller à Rome. Voilà. Parce que ça manquait un peu dans l'univers pèlerin de donner la possibilité aux gens d'aller rejoindre la Via Francigena. Alors la Via Francigena, c'est l'itinéraire qui part de la cathédrale de Canterbury en Angleterre et qui va traverser la Manche pour arriver à Calais, puis passer à Reims et à Besançon pour entrer en Suisse vers Lausanne, passer le Grand Saint-Bernard et se diriger vers Aoste et puis plein sud-est vers Rome. Donc nous, l'idée, pas de chemin d'approche, donc on est en train d'en créer un qu'on a baptisé la Via Ligéria, donc la voie de la Loire, et qui va se poser dans son premier temps sur la Loire, c'est-à-dire cette voie va quitter Nantes par la cathédrale, se diriger vers le Cellier, où nos amis de Saint-Martin ont un gîte, et puis Champtoceau, se diriger vers Ancenis pour ensuite arriver à Angers, passer les ponts de Cé et aller vers Saumur, pour après aller vers Chinon, traverser la grande forêt de Chinon et arriver à Tours. De Tours, ce chemin va quitter la Loire, parce que la Loire va poursuit plein nord, et nous, c'était pas du tout l'itinéraire, c'est un chemin qui va être très long, ça fait un chemin qui va faire à peu près 2300 km, donc l'idée qu'on a eue, c'est de suivre le Cher, le GR41 qui se pose sur le Cher, jusqu'à Vierzon, et de Vierzon à Bourges, le canal du Berry qui va nous emmener à Bourges, autre haut lieu de pèlerinage, cette fameuse cathédrale romane de Bourges, Saint-Étienne, puis de Bourges reprendre le chemin de Vézelay à l'envers, et donc arriver à Vézelay à l'envers, par ce chemin de Vézelay, entre Bourges et Vézelay, remonter à rebours, et arriver à Vézelay, continuer sur le chemin des Hongrois aussi à rebours, pour atteindre enfin Gray, et puis Besançon, où là on fera jonction avec la Francigène, qui emmènera après le pèlerin de l'Ouest vers Rome. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et on est en train de reconnaître l'itinéraire. On sait déjà qu'il y a d'autres personnes, d'autres Nantais ou d'autres gens de l'Ouest qui vont s'y lancer prochainement. Donc ça, c'est un gros morceau qu'on est en train de réaliser là. Voilà. On a aussi dans nos prévisions, enfin dans tout ce qu'on fait, on a réactualisé un petit chemin, alors là qui est très court, qui va être sur 2 jours, qui quitte la cathédrale de Nantes et qui va se diriger vers Saint-Philbert de Grandlieu. Et je me demandais, c'est Anne-Laure, tu veux bien en parler un petit peu? Alors oui, on est parti sur un itinéraire qui va faire à peu près 45 km au départ de la cathédrale de Nantes. On part, au début, on suit le chemin de Compostelle jusqu'à Saint-Jacques et après, on va suivre, on va se diriger vers Rezé. On va passer à côté du chronographe, de la petite chapelle Saint-Lupien et puis on va suivre la Jaguère pendant au moins 2 km. Et puis après, on prend plein sud, on passe sous le périphérique, on contourne le Champ-Siaume et puis on va arriver à Pont-Saint-Martin. Là, on a possibilité d'avoir un hébergement. On a deux hébergeurs sur Pont-Saint-Martin, à peu près à mi-course. Et puis de Pont-Saint-Martin, après, on repart. On va récupérer le GR du Tour du Lac. Alors, quand il fait beau et que ça n'est pas inondé, on peut même traverser l'Oignon sur un bateau à chaîne.
Et puis, on arrive à Saint-Philbert, à l'abbatiale carolingienne, qui est absolument somptueuse, qui date du 9e siècle, avec des piliers énormes, une jolie alternance de briques et de pierres blanches, parce qu'il y a aucune sculpture. Et on a la preuve que c'était bien une église où venaient des pèlerins, puisque la construction de l'église comprend un déambulatoire et que le déambulatoire servait aux pèlerins à voir les reliques du saint pour se faire pardonner tout ce qu'ils voulaient, ou en tout cas pour avoir une vie meilleure, le croyait-il. Voilà. Et donc, c'est aussi un chemin très simple, aucune difficulté technique, c'est plat, c'est accessible à tous, même aux gens qui ne sont pas des grands marcheurs. Et on est en lien en ce moment avec l'Office du tourisme de Saint-Philbert pour essayer, en échange du chemin qui a été accompli à pied, d'avoir une entrée gratuite ou au moins un prix réduit dans l'abbatiale qui vaut vraiment le coup. C'est déjà en ligne sur notre site. Vous pouvez avoir tous les PDF de l'ensemble des chemins dont on s'occupe, sauf le chemin du Mont-Saint-Michel, puisqu'il est en ligne il est en ligne là chez nos amis de l'association bretonne. Merci à la Géothèque. Merci. Et à très bientôt, les amis. Et à bientôt sur les chemins.